Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Jean-François Copé est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir Jean-François Copé. Et merci d'avoir accepté cette invitation de Public Sénat avec Radio Classique, Les Échos et l'AFP, deux médias représentés ce soir par Charlotte Gauthier et Baptiste Passe. C'est la première ce soir. Bienvenue et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Jean-François Copé, maire de Meaux, en Seine-et-Marne, ancien président des Républicains. Vous avez décidé d'une certaine manière de prendre un peu de champ avec la politique, mais vous êtes toujours adhérente de LR, hein, je crois. Est-ce qu'on vous laisse toujours un peu de place? Pas beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, il y a une partie de cette place qu'on ne peut pas m'enlever, c'est d'être membre du bureau politique. D'accord, ça vous l'avez gardé. Bon, on vous l'a laissé. On va s'en expliquer dans cette émission, au cours de laquelle trois grandes questions vous seront posées. 1. Quel est donc votre jugement sur l'an 1 de Macron, puisque c'est son premier anniversaire aujourd'hui? 2. Quelle peut être une opposition de droite au chef de l'État, alors qu'on le voit, il fait un carton dans cet électorat? Enfin, troisième question, les banlieues. Vous êtes vraiment à Meaux bien placé pour en parler. Il y a un programme de rénovation urbaine qui se poursuit. Est-ce que selon vous, la solution est dans le plan Borloo qui a été présenté il y a quelques jours? Et la première question de cette émission vous est posée par Charlotte Gauthier. Charlotte. Bonsoir Monsieur Copé. Bonsoir. Alors effectivement, quel est finalement votre jugement sur l'an 1 de Macron? Un an, jour pour jour plus tard, comment vous jugez ces réformes menées au pas de course, SNCF, Code du travail? Quel bilan pour vous? D'abord, Emmanuel Macron, c'est quand même le président de droite qu'on n'attendait pas. Il faut être tout à fait sincère. Personne n'a vu venir Emmanuel Macron, homme qui se disait de gauche et qui, depuis qu'il est élu, n'a fait que des mesures que la droite préconise. Ni de gauche ni de droite, il disait quand même. Oui. Vraiment de gauche. Oui, mais à la limite, c'est pas lui. J'ai envie de vous dire, c'est pas lui de le dire. C'est à nous de constater les faits. Et quand vous faites la liste de toutes les réformes qu'il a initiées depuis qu'il est élu, c'est grosso modo ce que la droite aurait dû faire quand elle était au pouvoir. Et je dois vous dire que ça fait du bien pour notre pays après 5 années d'un quinquennat désastreux, celui de M. Hollande, qui, aussi bien sur le plan de la politique économique et sociale que sur le plan régalien, malheureusement n'a pas fait les réformes qu'on attendait et a pris plutôt des décisions qui étaient mauvaises pour le pays. Donc c'est incontestablement aller dans le bon sens que de mener les réformes que M. Macron a commencé de faire. Pour vous, la meilleure réforme, celle qu'il a menée en écoutez, un an? pour moi, la réforme qui était la plus fondatrice, c'était la réforme du Code du travail par ordonnance, qui est exactement ce que je préconise depuis des années. Donc c'était dans votre programme. C'était absolument dans le programme, je le dis depuis des années, il faut gouverner par ordonnance sur un certain nombre de sujets. Bon, pour moi, c'est la plus emblématique. Il y a aussi quelques erreurs, évidemment, et dont certaines très regrettables. Je pense que l'augmentation de la CSG était une vraie erreur politique, vraiment. Idem, d'ailleurs, sur la décision qui a été prise sur l'APL pour être maire de Meaux, c'est-à-dire une ville où nous avons énormément de logements sociaux et donc de locataires de ces logements sociaux. Ça a été évidemment une très mauvaise nouvelle. Et comme toujours, quand une décision est mauvaise, elle a pour conséquence une suite en chaîne de mauvaises décisions. Et on a planté, il faut bien le dire, les finances de très nombreux offices d'HLM. Et ça, c'est tout à fait regrettable parce que ça veut dire qu'on entretient moins, on a moins d'argent pour entretenir les immeubles. Voilà, le genre de choses qui ont des vraies conséquences sur la vie quotidienne. Il y a deux réserves, mais sinon, on a l'impression, quand vous faites le commentaire, c'est un sans faute. Il y en a quelques autres. Presque un sans faute. Il y en a quelques autres, mais le bilan est globalement positif de mon point de vue, tout simplement parce qu'il fait une politique de droite. Et moi, je pense que notre pays a besoin d'une politique de droite. Ah bon, c'est pas non, c'est pas et de droite et de gauche. Donc pour vous, c'est clair. Encore une fois, il faut arrêter de jouer avec les mots ou de faire de l'ambiguïté. Où sont les mesures de gauche? Il n'y en a aucune. Aucune, en vérité. Il a, pour l'essentiel, fait ce que nous aurions, nous, à droite, dû faire, notamment entre 2007 et 2012. Je pense, par exemple, à la réforme de la SNCF, à la réforme du Code du travail, mais aussi, c'est vrai, une reprise en main sur le plan de la sécurité qu'il faut absolument faire maintenant. Bon, c'est un ralliement, là, de Jean-François Copé ce soir à Emmanuel Macron. Ah, pas du tout, non. C'est pas du tout prévu ça. Non. D'abord parce que si j'avais dû prendre une décision comme celle-là, je l'aurais fait il y a longtemps. Deuxièmement, c'est pas
ma tasse de thé, comme disent les Anglais. Moi, je suis fidèle à ma famille politique. J'ai présidé les Républicains. Je n'ai absolument pas l'intention de quitter ma famille politique. Ah, bon. Et donc, mais pour autant, je peux avoir comment vous dire, un devoir de cohérence. Moi, je trouve que le sectarisme est une des formes les plus abouties de la bêtise humaine. Et donc, dire d'une mesure qu'elle est idiote ou qu'on la conteste alors qu'on est fondamentalement pour, au motif qu'elle est prise par quelqu'un qu'on n'a pas soutenu, c'est idiot. Voilà. On reviendra sur l'attitude de LR dans la deuxième partie de cette émission. Baptiste. Emmanuel Macron, c'est aussi une pratique du pouvoir verticale, jupitérienne. En cela aussi, c'est un président de droite? Écoutez, ça, c'est plus du domaine du commentaire. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il faut se calmer un peu avec tous ses commentaires. Ça n'est ni Jupiter... C'est son terme à lui. Écoutez, j'en sais rien. Bon, après, chacun vit son ego comme il peut, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'est ni Jupiter, ni encore moins De Gaulle. Je crois qu'il faut arrêter le grotesque. S'il est Schröder, c'est-à-dire ce chancelier allemand socialiste qui a fait des réformes dont l'Allemagne avait besoin et qui a permis l'arrivée ensuite d'Angela Merkel, qui a fait un parcours formidable en Allemagne, eh bien si Emmanuel Macron est déjà Schröder pour la France, ce sera déjà très bien. Alors il y a d'autres voix dans votre camp politique, notamment celle de Xavier Bertrand, qui lui cite Margaret Thatcher et dit c'est un reproche, Macron c'est Thatcher. Est-ce que ça ne rejoint pas d'une certaine manière ce que vous disiez sur certains déséquilibres sociaux? La CSG, je crois que ça n'a rien à voir avec Thatcher, ça pour le coup. Moi je pense que notre pays a besoin de faire des réformes. Il en a absolument besoin. Ça fait des années que par absence de courage politique, on a reporté les décisions qui étaient nécessaires. Ces décisions commencent à être prises. Et c'est vrai que dans un certain nombre de domaines, il va falloir continuer. C'est pas facile, ça génère forcément des mécontentements. Je note qu'aujourd'hui, il y a un certain consensus de raison, pas affectif, mais de raison, de millions de Français. Non, mais le pays, on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fracturé, le pays. Vous n'avez pas cette impression? Non, je pense que l'extrême gauche est omniprésente dans la rue, qu'elle est omniprésente dans les médias, qu'elle fait beaucoup de bruit, mais qu'elle n'est certainement pas la France. Certainement pas la France. Vous parlez de contestation, justement. Le président et le gouvernement se montrent très fermes face à cette contestation, que ce soit les syndicats, que ce soit les manifestations de rue, la France Insoumise et autres. Vous soutenez le président dans cette fermeté ou vous pensez qu'il incite au braquage aussi et à des manifestations extrêmes comme celle du 1er mai? Je pense que les fous radicalisés d'extrême gauche qui se conduisent avec la violence que nous avons vue n'ont pas besoin d'Emmanuel Macron pour casser. Quelle que soit la personnalité au pouvoir, on le sait, on voit maintenant des documentaires qui montrent cela très clairement, et vos confrères d'ailleurs font un travail très remarquable dans ce domaine. J'ai encore vu hier chez vos confrères d'M6 un documentaire qui est très très clair sur la manière dont ces groupuscules radicalisés d'extrême gauche sont organisés, provoquent des dégâts dans toute l'Europe. En réalité. Bon. Donc il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de la faute ni du gouvernement, ni des autorités, ce sont en réalité des agitations d'extrême gauche. Moi, je vais vous dire ce que je regrette, c'est qu'il y ait toujours eu en France une certaine forme d'indulgence avec l'extrême gauche, alors qu'il y a une très grande fermeté vis-à-vis de l'extrême droite, ce dont je me réjouis. J'aimerais qu'il y ait la même fermeté vis-à-vis de l'extrême gauche dans les commentaires. Mais quand Laurent Berger de la CFDT, qui n'est pas un fou d'extrême gauche, dit avec Emmanuel Macron, soit on est d'accord sur tout, soit on n'a pas voix au chapitre, cela va faire monter les radicalités et la violence dans la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense que c'est deux idées différentes. Je pense que les radicalités n'ont pas besoin d'Emmanuel Macron pour émerger. Elles émergent régulièrement, notamment dans des moments de l'histoire où les sociétés connaissent des transformations très importantes, le numérique, l'intelligence artificielle, les transformations industrielles génèrent forcément des frustrations et des inquiétudes. Et il faut bien le dire, les décideurs politiques n'ont pas toujours le courage de prendre le temps d'expliquer, de partager, d'écouter, etc. Bon, donc ça, les radicalités, elles montent toujours et elles profitent, c'est le populisme, de cela. Et Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, ont de ce point de vue une responsabilité majeure. En ce qui concerne le premier point de la remarque de M. Berger, savoir de dire qu'Emmanuel Macron, soit on est d'accord avec lui, soit, je ne sais plus quelle est la formule que vous avez utilisée. Soit on est d'accord sur tout, soit on n'a pas voix au chapitre. Soit on n'a pas voix au chapitre. C'est ce que j'entends beaucoup dire. C'est peut-être d'ailleurs un petit signal faible dont M. Macron devrait s'emparer, parce que cela signifie peut-être qu'il y a, du côté notamment de son entourage le plus immédiat, je parle de ses collaborateurs à l'Élysée, petite tendance à l'arrogance qui mériterait sans doute d'être regardée d'un peu plus près. Donc il faut et d'être reprise en main. Il faut écouter les syndicats.
En tout cas, d'abord, il faut écouter tout le monde, ça c'est vrai, mais surtout, il faut éviter de prendre les gens de haut. Voilà. Et ça, il faut y faire très attention, parce que parfois, c'est de la forme. Mais la forme là, vous parlez du chef de l'État? Non, je parle de ceux qui l'entourent. Je pense que vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des maires, vis-à-vis des gens qui, dans notre pays, apportent parfois leur contribution. Alors, ils sont moins intelligents que les collaborateurs d'Emmanuel Macron, moins intelligents qu'Emmanuel Macron. Enfin, on fait ce qu'on peut, nous, avec nos petits moyens, mais on peut avoir des idées. Et je me dis que parfois, il serait bon d'ouvrir un petit peu ses bras, d'écouter, de partager. Ça, je crois que c'est important. Et ce que dit Laurent Berger, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner, moi je ne vois pas ça au quotidien. Moi j'ai pris un peu de hauteur vis-à-vis de tout cela, je m'occupe beaucoup de ma ville de Meaux et puis par ailleurs je suis avocat, mais j'invite quand même là-dessus à être vigilant. Alors la première question de notre sondage OpinionWay pour l'épreuve de vérité, c'était cette question: est-ce que vous diriez que la situation de la France depuis un an s'améliore 23%, ne change pas vraiment 40%, se détériore 35%. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette... C'est des sondages classiques, on a toujours ça. On a toujours à peu près les mêmes scores, parfois c'est pire. Et puis en même temps, il faut quand même être lucide. En un an... Il faut être patient. C'est pas ça, qu'est-ce qu'on attendait comme changement majeur en un an? Pour faire une loi, il faut 6 mois déjà. Donc vous imaginez, il faut quand même pas non plus imaginer qu'on va passer de la nuit à la lumière, même si Emmanuel Macron, ses amis ont créé une dynamique, même s'ils ont expliqué qu'il n'y avait que des nuls avant et que maintenant les génies arrivaient. Bon, la vie est parfois plus complexe, heureusement d'ailleurs. Alors, dans un documentaire de France 3 qui sera d'ailleurs diffusé ce soir, Emmanuel Macron critique ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 € de l'APL. Alors, il pensait sans doute à des critiques venues de la gauche, mais vous... 5 €. Oui, lui, il a dit 50 €, sans doute qu'il a fait sur 10 mois le calcul. On va l'écouter et puis vous pourrez réagir. Emmanuel Macron. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et que les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Monsieur Copé, comment est-ce que vous recevez ce... La tirade est assez longue et elle nécessite d'être prise point par point. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait passer un peu plus de temps à être sur le fond et un peu moins sur la formule. Encore une fois, ces réformes, elles sont nécessaires. Et qu'on le veuille ou non, on a un président de la République qui a le courage de les affronter et de proposer de vraies décisions. Bon. Après... je pense que l'histoire des 5 €, c'était pas une réforme. C'était pas une réforme. Et que c'était une faute politique. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, parce que j'ai entendu qu'un ministre... Monsieur de Normandie... qui est très proche de lui, d'ailleurs. Oui, bien sûr, il regrette cette décision. Oui, a lui-même considéré que c'était absurde. Moi, vous savez, je pense que un des éléments de définition du courage politique, c'est de reconnaître quand on s'est trompé. Mais est-ce que c'est pas plutôt le style là qui choque d'Emmanuel Macron? Vous avez parlé de son arrogance, parfois, enfin de l'arrogance de ses conseillers, de son entourage. C'est plus son entourage qui m'inquiète, vous voyez. Mais là, dans ses propos, dans ce qu'il dit, les Français ne peuvent pas être choqués aussi par le ton, par... Vous savez, il y aura des Français choqués, des Français pas choqués. Je connais par cœur. Vous savez, moi, pendant des années, je me suis battu, et je continuerai d'ailleurs toujours de le faire, pour un certain nombre d'idées auxquelles je crois, que parfois j'ai exprimées avec des exemples concrets que je pouvais vivre sur le terrain, une fameuse histoire de pain au chocolat. J'en ai pris plein la figure. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'on dit sur les dangers de l'islamisme radical, je me dis j'avais peut-être pas tort sur tout. Bon, il faut attendre un peu, il faut prendre date. Baptiste ? On parlait des APL. Pour revenir à la politique fiscale, François Hollande dépeint son successeur comme le président des très riches. Diriez-vous que la politique menée par Emmanuel Macron est équilibrée ? Moi, je pense qu'une bonne politique, c'est une politique qui répond à des décisions correspondant à des besoins. Notre pays, en réalité, avait besoin d'un certain nombre de choses. Il avait besoin de se débarrasser de l'ISF, cet impôt absurde qui certes concerne les gens fortunés, mais qui sinon se délocalisait. C'est une décision qui, de ce point de vue, était bonne. Elle aurait dû être prise par la droite depuis longtemps, ça n'a pas été. Je pense totalement débarrassé de l'ISF. Non, vous avez raison. Enfin, pour une partie en tout cas, la partie de l'économie financière, mais vous avez raison, la question se pose pour la partie immobilière. Ensuite,
J'ai regretté, je l'ai dit, la décision sur la CSG. Je pense qu'il aurait mieux valu augmenter la TVA. Parce qu'alors, on rendait beaucoup plus compétitives nos entreprises. Ensuite, est-ce que c'est une politique qui est équilibrée ou pas ? Nous avons la chance d'avoir un modèle social qui est remarquablement généreux. Il faut d'ailleurs de temps en temps regarder à ce que ces abus soient corrigés. Ce n'est pas là qu'il y a, me semble-t-il, le plus à faire, si ce n'est d'en assurer la modernisation, notamment à l'hôpital. Pour le reste, on a la chance de vivre dans un pays qui est un pays merveilleux, hein. On oublie de le dire, qui permet à ceux qui sont malades d'être soignés dans les meilleures conditions possibles et le plus souvent, sinon gratuitement, à faible coût. C'est ça qu'il faut préserver. Et pour le préserver, ça ne peut pas être que des avantages acquis, ça doit être aussi une modernisation du système. Dernière question d'actualité avant de passer à la suite. Air France, est-ce que vous estimez que l'État devrait sortir du capital avec le blocage actuel ? Écoutez, je crois que la situation d'Air France est absolument dramatique du point de vue de l'état d'esprit des salariés qui montrent à travers ce référendum qu'ils ne croient plus en rien. Et donc il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de vision stratégique et puis il y a un problème de lucidité par rapport à ce qui est devenu le monde aérien. Et donc face à cela, la question n'est pas de savoir si l'État reste ou pas. Dès lors qu'il est dedans, il faut qu'il dise un certain nombre de choses. Et il ne le fait pas, c'est dommage. Deuxième partie des priorités, c'est Baptiste Passe qui va vous poser cette question, Jean-François Copé. Alors, Monsieur Copé, quelle place pour une opposition de droite à ce chef de l'État que la droite n'avait pas vu venir, mais... Qu'elle découvre avec bonheur. Qu'elle découvre avec bonheur. Quelle place ? Très peu. Très peu. Il faut arrêter de tourner autour du pot. En vérité, dès lors que vous êtes à droite et que vous avez un président, certes, qui n'est pas de votre famille politique, mais enfin qui fait une politique de droite, il y a deux options. Soit vous assumez... Vous soutenez ce qui est soutenable, et il y a de quoi faire, et à ce moment-là, vous êtes cohérent. Soit vous tapez comme un sourd, comme on dit, et à ce moment-là, forcément, vous êtes victime du syndrome d'incohérence et d'insincérité. Donc c'est un choix de vie. Il y a des gens qui préfèrent apparaître insincères et incohérents, d'autres qui préfèrent être cohérents. Après, il n'y a plus qu'à choisir. Je parle des gens de droite. Vous pensez à quelqu'un en particulier, insincère et incohérent ? Non, parce que il n'y a personne en particulier, puisque on voit bien que ça concerne beaucoup de gens. Mais la droite a quand même un patron aujourd'hui. Est-ce qu'il est insincère et incohérent dans sa manière de s'opposer au président de la République ? Un patron, c'est plus compliqué que ça. Il y a quand même un président des Républicains. Oui, voilà. Il y a le président de notre parti. Mais c'est pas le patron ? C'est plus compliqué, non, quand même, ne serait-ce que parce que il faut bien voir que dans une famille politique, moi j'en sais quelque chose, je l'ai présidé pendant des années, il faut faire vivre les sensibilités. Ce qui compte, c'est la force de chaque sensibilité, de chaque point de vue, de chaque personnalité. Aujourd'hui, dans l'état-major, il n'y a plus aucune personnalité, puisqu'il y a eu un programme d'évacuation systématique. Alors le critère, c'était de dire qu'il fallait mettre que des visages nouveaux, et c'est génial. Moi, j'adore le principe. L'épuration, se faire entendre quand même. Et donc, il y aura d'autres manières de se faire entendre le moment venu. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez... je veux dire, la liberté de défendre ses idées, elle ne se raye pas par décret ou par... éjection de tel ou tel. Vous continuez de vous battre pour vos idées. Heureusement, dans une grande démocratie, vous avez les moyens de le faire le moment venu. Ensuite, moi, je vais vous dire, une fois que je vous ai dit ça, peu importe, ça fait même pas un an, enfin tout juste un an que le président Macron a été élu. Tout reste à construire et à reconstruire à droite. Il faut qu'on fasse un travail quand même de réflexion sur les raisons qui nous a amenés à ce désastre. Réfléchir à notre avenir, à notre organisation, mettre peut-être un peu d'affect aussi, parce que je pense que c'est utile de mettre un peu d'affectif entre des hommes et des femmes qui vivent ensemble pendant des années, les uns sur les autres. Parce que vous savez, en politique, il n'y a quand même pas beaucoup non plus de renouvellement. Tout ça nécessitera sans doute le moment venu des débats plus approfondis. Alors, c'est beaucoup trop tôt. Sur cette difficulté de la droite aujourd'hui, on écoute Virginie Calmels, qui est la vice-présidente de LR. Peut-être que sur le diagnostic, vous allez pouvoir vous entendre. Ce qui explique les difficultés, c'est que, vous le savez, notre candidat n'a pas été qualifié au second tour de la présidentielle. C'était la première fois dans l'histoire de la Ve République. La droite a donc tout à faire pour se reconstruire. C'est pour ça que Laurent Wauquiez ne décolle pas dans les sondages la droite a quelques mois après avoir pris la tête du parti. Pour se reconstruire, c'est pas facile. On voit qu'Emmanuel Macron tente et continue à vouloir faire exploser la droite. C'est ça son projet. Et nous sommes des résistants. Nous ne voulons pas qu'il se retrouve seul face aux extrêmes.
la France Insoumise ou le Front National. Alors, le Front National, on va en parler. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question? Comment expliquez-vous que Laurent Wauquiez, à 8%, effectivement, ne décolle pas dans les sondages? Vous auriez eu une réponse sans doute différente. Enfin, moi, je ne suis pas un expert des sondages. Non, mais... Je pense que la direction du parti a fait un choix qui est respectable, mais qui n'est pas le mien, qui est celui de coller au discours de Marine Le Pen. Et forcément, ça plaît aux électeurs de Marine Le Pen, mais ils ne votent pas pour autant pour la droite, ils votent pour l'extrême droite, les électeurs de Marine Le Pen, forcément. C'est normal. Et cette manière, maintenant, ce qui, moi, me terrifie d'ailleurs, parce que c'est tellement pas ma conception de notre parti gaulliste, mais beaucoup maintenant de vos confrères disent la ligne Wauquiez-Le Pen, Le Pen-Wauquiez. Et c'est terrible parce que ça ne représente qu'une petite partie de l'électorat de droite, quoi. Mais donc, ça, c'est une réalité pour vous. Il y a une ligne Wauquiez-Le Pen. Laurent Wauquiez dit je ne veux pas m'interdire de parler d'immigration et de sécurité. Ça, heureusement, oui, mais ça. Alors, je sais pas, moi, par exemple, on n'a jamais dit. Pourtant, Dieu sait si j'ai défendu la droite décomplexée, j'ai jamais entendu dire la ligne Copé-Le Pen. Enfin, c'était pas l'ambiance. Moi, j'ai toujours été extrêmement ferme par rapport à cette question. Mais vous avez subi en votre temps le même procès. Ah non, ça. Avec le non. Enfin, ça, j'ai subi des attaques, mais comme tout le monde. Mais ça, non, parce que justement, on a été toujours extrêmement clair par rapport à cette question. Mais au-delà de ça, je pense que, oui, par exemple sur l'Europe, moi j'ai toujours été extrêmement clair sur la question européenne. Et je me suis d'ailleurs opposé à l'époque, parce que Laurent Wauquiez, vous avez écrit un livre dans lequel il proposait une Europe à 5. Imaginez, donc qui était la ligne de Le Pen d'ailleurs. Voilà, typiquement un sujet sur lequel il y a malheureusement à droite un vrai débat, pour ne pas dire une fissure quand même. Donc c'est des sujets complexes. Alors vous me demandez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien entre ces résultats dans les sondages. C'est en même temps très tôt, il faut donner sa chance à Laurent Wauquiez, il faut laisser un peu le temps avancer. Vous savez, tout ça a besoin de mûrir. Mais c'est un petit signal vous lui dites, d'alarme quand même. On vous écoute, vous lui dites, tu fais fausse route quand on vous écoute. Ce n'est pas en tout cas, ça n'est pas ce que je ferais à sa place. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai été en charge, ça n'est surtout pas ce que j'ai fait. Voilà. Pour continuer sur cette question de la convergence des droites, Nicolas Dupont-Aignan, qui ne perd pas le Nord, a demandé, lui, une rencontre avec Marine Le Pen et Laurent Wauquiez pour évoquer leur convergence. Ce matin, Virginie Calmels dit... une rencontre, mais les alliances, sûrement pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ni rencontre, ni alliance, ni ambiguïté d'aucune sorte. Mais puisque la convergence est telle que vous-même semblez le penser entre Laurent Wauquiez, pourquoi ne pas... Enfin, je veux dire, pourquoi finalement la droite n'irait pas survivre en essayant de s'élargir avec la droite de sa droite? Stop. Là, il faut que les choses soient très claires. Chacun fera comme il voudra. Moi, je n'ai jamais considéré qu'une famille politique gagnait des voix en allant sur un territoire qui n'était pas le sien. Bon. Notre famille politique a son histoire, sa cohérence, avec des moments de flux et des moments de reflux. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans des moments de reflux qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Nous sommes un parti profondément européen, très lucide sur les faiblesses de l'Europe, mais profondément européen. Nous sommes, en tout cas moi c'est la ligne que je défends pour un modèle qui à la fois donne de la liberté aux entreprises, mais qui est socialement attentif aux plus modestes de nos compatriotes. Et le maire de Meaux que je suis peut en porter 1000 témoignages de cette nécessité d'un équilibre entre les deux. Et enfin, troisièmement, je suis pour une approche régalienne extrêmement ferme sur les questions de sécurité, de justice et d'immigration et de laïcité. Bon, ça vous fait un corpus qui tient la route. Après, il se trouve que Macron, pour toute une série de raisons, fait plutôt cette politique-là. Pourquoi voulez-vous que je m'y oppose? Ce serait absurde. Qu'il n'aille pas assez loin dans certains domaines, oui, sans doute, on pourrait le dire. Il y a des vrais domaines où il faut aller plus loin. Enfin, de là à s'opposer de manière violente, radicale, je pense que du coup, ça ramène ceux qui le font à une optique qui est celle de l'extrême droite française. Quand vous entendez Laurent Wauquiez après la manifestation du 1er mai qu'est Charlotte avec les problèmes terribles des Black Blocs, quand il a parlé dénoncer une faillite de l'État, ça vous a heurté, j'imagine? Il ne faudra ni heurter ni pas heurter, c'est des formules, quoi. Oui, des formules. Baptiste. Alors au sein des Républicains, il y a différentes stratégies parmi ceux. Mais pour autant, la fermeté extrême est nécessaire face aux extrémistes, bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Au sein des Républicains, il y a différentes stratégies parmi ceux qui ne soutiennent pas Laurent Wauquiez. Il y a par exemple Xavier Bertrand qui a quitté le parti.
se réclame toujours de la droite, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie par la face nord, si je puis dire ? En fait, je ne porte pas de jugement. Vous savez, j'ai fait le choix, moi, je vous le disais tout à l'heure, de prendre pas mal de recul par rapport aux commentaires quotidiens. Je pense que chacun doit faire comme il le sent. Moi, j'ai pas choisi de démissionner, j'ai choisi de rester dans ma famille politique, pour laquelle j'ai un attachement profond, ancien, qui fait, par exemple, que j'ai soutenu la démarche de Jacques Chirac, qui avait rassemblé les gaullistes, les libéraux, les centristes. J'avais, il y a 10 ans, soutenu Nicolas Sarkozy dans cette même idée d'une famille politique capable, en rassemblant, de réformer beaucoup notre pays. Bon, malheureusement, les choses ne se sont pas toujours passées comme on le souhaitait, mais peu importe. En tout cas, moi, je n'ai aucune intention de quitter cette famille politique. En même temps, dès lors que il n'y a pas d'approche de rassemblement de la part de sa direction, forcément, ça crée des comportements de rejet. Et Xavier, il a évidemment mal vécu tout ça. Et je peux pas... je le comprends. C'est pas le choix que j'ai fait, mais je le comprends. Il y en a un qu'on entend beaucoup, en tout cas, aujourd'hui, et fortement, parce que Laurent Wauquiez, il a un peu du mal, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. On dit aujourd'hui que c'est le premier opposant à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez l'impression que ça fait les affaires du président, finalement, de se retrouver avec des partis traditionnels LR et PS aux abois et des extrêmes présents ? Oui, ça c'est sûr que ça fait ses affaires à M. Macron, bien sûr. Bien sûr, comment voulez-vous faire les choses autrement ? D'ailleurs, je ne sais plus quel sondage le montre très bien, en disant que les Français majoritairement sont un peu déçus par son action, mais en même temps ne voient personne d'autre à sa place. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement personne n'arrive à émerger non, mais vous savez, c'est assez simple. On est au lendemain d'une élection présidentielle. Et pour les Français, qui sont des vieux habitués de la démocratie, le contrat, il est pour 5 ans. C'est la force de nos institutions. C'est pour ça qu'il ne faut pas en changer, de nos institutions. Et honnêtement, contrairement à l'Italie, qui est un régime de grande instabilité, ou même l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, la France, les gens savent qu'il y a un contrat de 5 ans avec leur président. Bon, donc aujourd'hui, ils considèrent que c'est lui et personne d'autre. Après, oui, c'est vrai que le principal opposant, c'est un opposant très radicalisé, qui tient des propos d'ailleurs, à certains égards, je parle de Jean-Luc Mélenchon, totalement irresponsable, avoir osé expliquer que les violences le jour du 1er mai étaient le fait de l'extrême droite, alors que tout le monde sait que c'est des mouvements d'extrême gauche. C'est une honte de sa part de l'avoir fait, c'est irresponsable. Bon, mais je crois que ça va avec le personnage. Vous savez, vous avez des partis populistes et des partis de gouvernement. L'extrême droite, l'extrême gauche, ce sont des partis populistes. Alors, vous avez donc réitéré aujourd'hui votre attachement, bien sûr, à votre famille politique, Jean-François Copé. Néanmoins, vous prenez une nouvelle alliance pour la ville de Paris. Vous voulez que Anne Hidalgo soit battue, avec une alliance éventuellement entre LR et La République En Marche. Oui. Est-ce que c'est un schéma que vous imaginez se reproduire, s'il a lieu à Paris, dans d'autres villes, ou même à un autre niveau que la commune, lors des prochains rendez-vous électoraux ? En tout cas, à Paris, c'est absolument indispensable. C'est une question de survie pour la banlieue. Vous savez, moi, je suis maire d'une grande ville de la grande banlieue, grande couronne, Meaux. On ne peut plus arriver à Paris. Moi, je pense à ces dizaines de milliers de salariés qui sont dans tout le Grand Est de Paris, toute la Seine-et-Marne, qui mettent des heures pour rejoindre Paris pour aller travailler. C'est un cauchemar. Tout ça parce qu'il n'y a plus de politique des transports digne de ce nom. Madame Hidalgo pense qu'elle vit dans un village pour complaire à quelques-uns de ses électeurs et ne se rend plus compte que tout cela donne une image de morgue à l'égard de ceux que l'on appelait autrefois les banlieusards, qui est une formule très péjorative, mais qui apporte leur force de travail aux Parisiens. Et je trouve que c'est une image dramatique et que chaque mois qui passe, ça s'aggrave. Et donc, je pense que c'est une véritable mission d'intérêt général que de faire en sorte que Madame Hidalgo ne soit plus maire de Paris. Et pour y arriver, si l'on doit faire une alliance entre les Républicains et En Marche, pour ces éléments qui sont les plus à droite, il y a plein de gens qui sont de droite chez En Marche, eh ben je crois que c'est une bonne chose. Voilà. Et c'est un schéma qu'on pourrait reconduire dans d'autres villes ou moi, je vois ça de mon regard de maire de Meaux en pensant à mes administrés qui doivent aller à Paris. Voilà. Et pour le reste, j'ai bien compris que les décisions ne se prenant toujours pas sur le Grand Paris, il allait falloir que nous nous organisions sur le territoire du nord de la Seine-et-Marne, et c'est ce à quoi nous réfléchissons avec nos collègues de Roissy. Je vous rappelle que la région est à droite aussi. C'est pas Anne Hidalgo qui dirige tous les transports de mais Valérie Pécresse, je peux vous dire qu'elle fait ce qu'elle peut, et très courageusement, dans ce contexte où il n'y a pas de dialogue possible avec maire de Paris. Voilà. Allez, troisième partie de l'épreuve de vérité. On va parler notamment de votre ville. Jean-François Copé, troisième question que va vous poser Charlotte Gauthier. Alors Jean-François Copé.
vous, Charlotte. Merci Michel. Ce plan Borloo qui a été présenté il y a quelques jours propose un grand plan ambitieux pour aider les banlieues. Est-ce que pour vous, la solution s'y trouve, vous qui êtes maire de Meaux depuis des années, qui avez vous-même pratiqué un plan de rénovation urbaine, est-ce que pour vous ça va dans le bon sens? Ma réponse est oui, sans hésitation. Certes, il peut toujours y avoir des choses à modifier, à améliorer, mais c'est exactement le plan qu'il faut si on veut trouver des solutions et montrer aux Français que la politique, ça sert à quelque chose. Dans tous les endroits, Charlotte Gauthier, dans tous les endroits, dans toutes les villes où les maires ont pris en main la question de la rénovation urbaine, c'est-à-dire la déghettoisation, cassant les tours, pour y mettre des immeubles de 4 étages. Il en reste combien? Où on y a mis de la sécurité, avec des polices municipales armées, des caméras de vidéosurveillance, et de l'emploi avec des zones franches pour défiscaliser les entreprises qui embauchent les gens du quartier. Dans tous ces endroits, la situation s'est améliorée dans des proportions remarquables. Le problème, c'est que tout est à l'arrêt, parce que, pour toute une série de raisons, eh bien, les décideurs sont éloignés de la réalité des quartiers difficiles. Et je pense qu'en réalité, les analyses de Christophe Guilluy, qui sont très connues aujourd'hui de la France périphérique, qui consistent à dire, il y a d'un côté ceux qui sont dedans, ville et banlieue, et ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans les campagnes, est imparfaite. C'est pas 2 France, c'est 3 France. Il y a une France des grandes villes, des centres qui décident, une France des campagnes très abandonnées, et une France des banlieues qui n'attend que cet engagement-là pour s'en sortir, et partout où ça s'est fait, ça a marché. Voilà. Et si j'avais d'ailleurs un reproche à faire, je le lui ai dit au rapport de Jean-Louis Borloo, c'est qu'on ne valorise pas assez les réussites. Il y a des quartiers où la délinquance a été diminuée par 2 en quelques années. Je peux en porter témoignage à Meaux. Donc en vérité, les solutions, elles existent. Les résultats sont là. Simplement, eh bien, il n'y a pas assez de quartiers où ça s'est fait, parce qu'il n'y a pas assez de maires qui ont eu les moyens de le faire, et que ceux qui, parfois, pouvaient le faire, ne l'ont pas toujours fait. Mais vous avez les moyens, par exemple. L'argent arrive. Vous avez un plan de rénovation qui se poursuit. Donc c'est formidable. Donc il y a de l'argent. L'argent est là. Mais, bien sûr. Mais il y a évidemment à donner une nouvelle impulsion à tout ça. Mais partout où ça s'est fait, c'est ce que je vous dis, c'est une réussite. Et nous avions, pour vous donner juste 2 chiffres, nous avions 20 tours à Meaux. Nous en avons démoli 13 sur les quartiers qui ont été reconstruits à la place. C'est une autre vie. Et comme par hasard, dans ces endroits-là, le chômage a baissé, la délinquance a baissé, le Front National a baissé. Deuxième chiffre que je veux vous donner, qui me paraît vraiment important, la délinquance à Meaux, par le fait que nous avons mis en place cette police municipale armée, des caméras, un partenariat avec le parquet, les principaux de collège, la police nationale, la délinquance a été diminuée par 2. Nous étions à 110 crimes et délits pour 1000 habitants par an, on est à 52. Bon. Pourquoi je vous donne ces 2 chiffres? Parce que la politique, ça doit être aussi de mesurer des résultats. Ce que les Français reprochent beaucoup à leurs élus, c'est de ne pas avoir de résultats. Eh bien, les élus locaux, ils en ont des résultats, parce que sinon, ils échouent. Et la vérité, c'est que je regrette que M. Macron ne prenne pas suffisamment la mesure de ça. Et donc, moi, mon objectif, en m'engageant aux côtés de Jean-Louis Borloo pour la défense de ce plan, c'est de mettre un peu l'épée dans les reins du gouvernement. C'est de dire maintenant, ça suffit, il faut que vous preniez conscience que si vous ne le faites pas, eh bien, vous aurez de quoi être alors désavoué par les Français. Vous parliez de sécurité, le volet sécurité, c'est pas un petit peu le grand absent de ce plan Borloo? Alors, c'est pas le grand absent, mais c'est vrai, je pense qu'il faut aller plus loin, et c'est un des domaines, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec Jean-Louis Borloo, sur lequel moi j'aurais un certain nombre de propositions très concrètes à faire. Je pense qu'il faut aller plus loin en matière de sécurité. Quelle proposition? Je pense, par exemple, de manière très claire, que la police nationale, malheureusement, compte tenu des restrictions budgétaires très regrettables depuis 10 ans, n'ont plus les moyens d'être sur place. Il faut donc encourager massivement les maires à avoir des polices municipales armées, au-delà des communes de 10 000 habitants. Ça doit être, de mon point de vue, maintenant, une obligation légale, avec des moyens financiers, et donc repenser d'ailleurs, de ce point de vue, repenser les finances locales, mais c'est un sujet sur lequel je ne veux pas être trop long, il y aurait beaucoup à dire. On va écouter Jean-Louis Borloo, justement, qui énumère certaines des difficultés de ces quartiers-là, et également des zones rurales, dit-il. Nous sommes dans une organisation française qui fait que il y a moins de moyens là où il y a plus de besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a 2 fois moins de médecins, de gynécologues, de spécialistes. C'est plus compliqué. Il y a moins de transports en commun. Enfin, tout est plus compliqué.
Alors donc, quel va être votre rapport personnel? Vous allez vous travaillez à combattre à ses côtés d'une certaine manière. Oui, vous êtes vu Vous savez, oui, on s'est parlé. Bon, on se parle très souvent. Hein. Oui. D'abord parce qu'on a en commun d'avoir mené. J'étais ministre du budget, il était ministre de la ville, ce qui a abouti à la première en rue, à la fameuse agence nationale qui regroupait tous ces crédits sous le gouvernement de Jacques Chirac. Mais encore une fois, la grande vertu de cette démarche de Jean-Louis Borloo, c'est qu'il met du concret sur la table. Et il a totalement raison. Et moi, je pense qu'il faut faire exactement comme ça. Il a raison. Oui, il y a une pénurie de médecins en France, mais dans les quartiers difficiles en particulier. Oui, il a raison. Les quartiers difficiles sont vraiment difficiles pour certains médecins, vous savez, ils ont du mal à intervenir. Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est donc pour cela que l'on peut mettre en place des systèmes qui permettent de sécuriser tout cela. Mais donc, il faut mettre les moyens. Quand vous avez des tours de 15 étages, parfois même des caravelles, c'est-à-dire 3 bars, avec une colonne centrale, l'ascenseur qui s'arrête tous les 3 étages, comme nous en avons à Meaux, inutile de vous dire que c'est juste la porte ouverte à toutes les violences et à tous les non-droits. Quand vous les démolissez, c'est plus la même chose pour les trafiquants et les voyous. Et donc c'est ça aussi l'objectif, parce que vous y mettez à la place des immeubles à taille humaine, vous mettez de l'accession à la propriété là où il n'y a que des logements sociaux. Vous repensez le plan de circulation. Vous y mettez en bas d'immeuble des commerces, des entreprises qui embauchent des gens du quartier en étant défiscalisés. Voilà typiquement des choses concrètes qui changent tout. Et c'est ça qui est, de mon point de vue, la première vertu de la démarche de Jean-Louis Borloo. Et donc j'ai décidé de m'engager à ses côtés, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des voix du terrain qui puissent apporter ce témoignage. Et ayant la chance d'être le maire d'une ville où nous avons mis ces politiques en œuvre et où elles ont marché, eh bien il faut apporter ce témoignage. Mais il y en a beaucoup d'autres. Regardez ce qu'a fait Pierre Bédier à Mantes-la-Jolie, ce qu'a fait Patrick Devedjian à Antony, puis il y a certain d'autres villes de la grande banlieue parisienne, lyonnaise, marseillaise. Ça, ce sont des choses qu'il faut raconter. Vous dites, M. Copé, qu'il faut y mettre des moyens. Est-ce que ce n'est pas paradoxal d'envisager un plan à plusieurs dizaines de milliards d'euros quand un plan de 50 milliards d'économies est imposé aux communes et qui fait crier les communes depuis le quinquennat Hollande déjà, mais c'est encore en cours. Comment est-ce qu'on peut allier les deux? C'est possible? Non, on ne peut pas allier les deux. Ça n'aurait pas de sens, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas allier les deux. Il faut trouver des circuits de financement qui soient un petit peu différents. En réalité, il n'y a pas que l'État qui doit payer. Il n'y a pas que l'État. Il faut voir comment... Oui, mais il était embarrassé. On a vu Jean-Louis Borloo très embarrassé sur le chiffrage de son plan. Il n'a pas assumé les 48 milliards. Il a raison. Ah ben oui, mais je vais vous dire pourquoi. D'où le scepticisme, l'accueil. Je vais vous dire pourquoi il a raison. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on veut casser une idée. Et c'est l'ancien ministre du Budget qui vous le dit. C'est très facile, quand on veut dire qu'un plan ne doit pas marcher, de sortir un chiffre. La vérité, c'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est comment identifier des initiatives et de voir comment chacune de ces initiatives peuvent être mises en œuvre. Je voudrais vous prendre un exemple. Il y a dans ces quartiers des situations de misère sociale extrêmement importantes. Des problèmes d'obésité qui sont aujourd'hui constatés en France, alors que vous savez que pendant des années, nous avions préservé notre pays de ces problèmes qui sont des véritables problèmes de société, notamment pour les enfants. Nous avons des problèmes de violence du quotidien qui sont extraordinairement difficiles à vivre. Face à cela, il y a manière d'apporter des réponses très concrètes, qui parfois peuvent se faire à travers du mécénat, peuvent se faire à travers des partenariats, du bénévolat. Nous avons par exemple à Meaux ouvert une maison du diabète et de l'obésité. Objectif, accompagner des familles sur les questions d'éducation alimentaire, de prévention. Nous avons énormément de visiteurs, naturellement, et ça a été monté de briques et de broc. Ça n'a pas coûté bien cher, et en réalité, derrière cela, eh bien, c'est des dizaines et des dizaines de familles au quotidien qui voient des solutions concrètes. Ça, si vous les mettez dans les 48 milliards, eh ben vous cassez complètement le dossier. Vous êtes enthousiaste pour le plan Borloo, mais ce n'est pas le cas de la majorité des Français, d'après notre sondage Opinionway. Est-ce que le plan Borloo sera efficace selon vous? Eh bien, il y a 53% de non. Que traduit ce non selon vous? On sent qu'il y a une forme de lassitude peut-être de l'opinion publique. Mais je ne sais pas. Regardez, mais il y a 43% qui 43 qui y croient, mais il y a une majorité qui dit non. Mais c'est énorme, 43% qui y croient. Vous vous rendez compte? D'abord, il faut quand même voir que c'est un sondage sur toute la population française, y compris celles qui habitent dans les campagnes, celles qui habitent dans des centres-villes, donc qui ne sont pas confrontées à ça. Donc il y a quelque part un message qui est adressé. Deuxièmement,
Qu'il y ait de la part d'une partie de Français du scepticisme, c'est normal. Ça fait des années qu'on les balade. Parler de fracture, peut-être ça, c'est aussi un signe. Mais attention à tous ces mots-là. C'est des mots tellement galvaudés, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Fracture, pas fracture. Je ne sais pas, il y a forcément des débats, ça s'appelle un débat. Des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. C'est pas grave. On peut pas être toujours d'accord sur tout. Un plan n'est pas bon parce que 90% est pour. Ça peut même plutôt même inquiétant, c'est-à-dire qu'on ne change rien. Bon. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on fait bouger les lignes. Je trouve que c'est une démarche qui intellectuellement est intéressante, qui politiquement est nouvelle et qui mérite d'être tentée. Et là, pour le coup, il appartient au gouvernement de ne pas faire la sourde oreille. Parce que s'il fait la sourde oreille, il va manquer un rendez-vous historique et ça, les électeurs le lui reprocheront. On a noté que ce n'était pas Emmanuel Macron lui-même qui recevait le rapport de Jean-Louis Borloo. Oui, on a tous noté. Vous l'avez noté. En tous les cas, vous avez effectivement reconnu que le volet sécurité, qui est un préalable, manquait dans le plan Borloo, qui refuse également, vous l'avez noté, d'évoquer le communautarisme. Et pourtant, c'est un de vos combats, Jean-François. Et là, vous le regrettez aussi? Non, mais moi, je vais le faire. Vous allez le faire à ses côtés? Vous l'avez dit à Jean-Louis Borloo que ce point-là était peu abordé dans ces 160 Je sais pas, non, mais la question, c'est pour savoir si ça va nous faire nous séparer. Non, on a compris que vous étiez très proche. Pas spécialement. Enfin, moi, c'est un des combats de ma vie, donc je ne vois pas pourquoi j'y renoncerais. C'est pas le sujet. Et puis d'abord, ce programme, il est très vaste. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher sur le communautarisme. Je pense que c'est un point majeur, oui. Vous lui avez proposé des choses là-dessus, déjà? Non, j'attendais de vous voir. Je n'en doute pas. Mais comment? Non, mais j'ai plein de choses à dire là-dessus, bien sûr. Comment lutte-t-on contre le communautarisme? Eh bien, il faut d'abord commencer par lutter contre les ghettos. Quand vous avez des quartiers qui ne sont composés que de tours, où vous avez 100% de logements sociaux, où vous n'y trouvez qu'une seule et même catégorie de population, qui sont généralement des communautés issues de tel ou tel pays, qui sont des pays d'immigration, qui sont venus en France, eh bien, forcément, vous créez du communautarisme, c'est-à-dire une espèce de sentiment, de comportement d'un certain nombre de gens qui pensent que les règles de leur communauté sont supérieures aux lois de la République. Bon, eh bien, moi, je pense qu'il faut préserver l'attachement à une communauté, ça ne pose aucun problème. On a tous un attachement personnel à sa communauté, à ses communautés, d'ailleurs religieuses, politiques, sportives, géographiques, c'est pas un problème, dès lors que l'on accepte bien que les règles de sa communauté sont subordonnées aux lois de la République. Si ce n'est pas le cas, là, ça devient du communautarisme. Et mon combat, il est de dire, mélangeons-nous un peu, veillons à se respecter, à se parler et à s'écouter. Et pour ça, il ne faut plus qu'on ait peur les uns des autres. Donc, il faut le prérequis de la sécurité. Deuxième prérequis, déghettoiser, donc casser ces fameuses tours qui enferment les gens dans des véritables prisons de fait. Et veillons à avoir suffisamment d'espace public pour que les gens puissent se rencontrer sans avoir peur les uns des autres. Qu'avez-vous pensé du le tout avec un rôle majeur pour l'école de la République. Qu'avez-vous pensé du débat, de la prise en compte aujourd'hui du nouvel antisémitisme des quartiers avec le manifeste du Parisien qui a créé tout un débat? Quelle est votre position sur cette question? Je pense que c'est une réalité et qu'il faut arrêter de le nier. Je pense qu'il y a une montée très, très significative et inquiétante de l'antisémitisme qui se voit dans un certain nombre de quartiers qui touchent beaucoup de nos compatriotes. Et cette situation, eh bien, elle est intolérable parce qu'elle rappelle évidemment les heures les plus sombres de l'histoire. Et comme vous le savez peut-être, moi je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis issu d'une famille qui a été sauvée par des justes pendant la guerre de 40 à Aubusson et auquel mes parents ont toujours dit que la France était un grand pays, qu'on devait lui rendre ce qu'elle nous avait donné et que certes il y avait des salauds mais qu'il y avait aussi des justes. Et je pense que ça doit être notre chemin. Donc vous souscrivez à 100% à ce qui est écrit dans cette tribune, même les termes qui ont pu choquer, notamment sur l'épuration ethnique à bas bruit ou sur... C'est une réalité pour certains juifs, par exemple, à Meaux? Pas à Meaux, non. Pas à Meaux. Non, mais je pense qu'il y a une réalité. Il ne faut pas la nier. Il ne faut pas s'arrêter sur les mots. Il faut bien voir de quoi il s'agit. Il y a des écoles, des classes dans lesquelles on ne peut pas enseigner la Shoah. Il y a des familles qui, aujourd'hui, sont insultées dans la rue, menacées. Tout ça existe. Si on le nie, alors on n'est pas républicain. Merci Jean-François Copé d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation, puisque c'est vrai, vous êtes peu présent dans les médias, puisque vous vous êtes mis un petit peu en retrait, peut-être pour mieux revenir demain, nous en reparlerons. Merci à vous, merci chers confrères français, à très vite. Merci.